Bien, messieurs, dames, il est 8 heures, si vous voulez bien prendre place. Alors, l'appel Dupont présent. Valérie Lecomte, est-ce que vous... C'est clair quand je parle ou c'est un peu trop fort? Non, ça va? C'est bien? Comme ça, c'est bien? Valérie. Hugues Brissot. Sarah Béag. Pascal Martin. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Christophe Vandeneken absent. Dominique Nocturne. Daniel Dess. Michel Fraioli. Roger Hadot. Grace Ribeiro. Sylvain Benayoun absent. Karine Gauthier-Génaud absente. Pas de pouvoir. Pouvoir à qui? Pouvoir à Valérie. Vous le rajouterez là. Christophe, pouvoir pour toi? Et Christophe, il a fait un mail? Il a écrit quelque chose? Il faut qu'il nous envoie le petit... Ok. Laurent Graft. Radia Tiglit absente. Yvan Dauer. Anne Sotti. Grégory Philippe absent. Sophie Baquet. Jacques Bayeux. Anna-Maria Cheta absente. Gilles Deveau. Clarisse Paulet. Nicolas Dess absent, on en parlera tout à l'heure. Laurence Bernard présente. Fabien Bignolet et Aude Misnard. Merci. Excusez-moi, monsieur le maire. Nicolas Dess, qui parle? C'est Maxime, pardon. Maxime, ah vous êtes là-bas. Oui. Nicolas Dess vous donne pouvoir à vous. Pardon? Nicolas Dess vous donne pouvoir à vous-même. Ah d'accord, ok. Donc ça vous remplirez tout ça, on fait... mettez les pouvoirs d'abord, puis je fais signe. Alors, le secrétaire de séance 2025, on a eu Pascal, on a eu Michel, on a eu Laurent, qui on n'a pas eu depuis longtemps. Ça pourrait être Clarisse, ça pourrait être Valérie, ça pourrait être Hugues, Didier, j'entends pas de gens. Dominique, personne ne veut le poste? Dominique Nocture, secrétaire de séance, merci. Alors, vous savez tous que nous avons eu la douleur et la tristesse de perdre une membre du conseil municipal cette année, en la personne de Sabine. En remerciement de son travail effectué au sein de la mairie depuis plusieurs mandats, son travail effectué au comité des fêtes, d'abord en tant que bénévole, puis ensuite en tant que présidente du comité des fêtes, pour son travail aussi fait au CCAS, puisqu'elle siégeait avec nous au CCAS, et en soutien à sa famille, et notamment à Ludovic et son fils Gabin, je vais vous demander de vous lever et de respecter 1 minute de silence. Merci beaucoup. Et merci pour elle. Ce drame nous amène à faire évoluer la composition de notre conseil municipal. Donc la règle est de faire monter au conseil le membre qui était sur la liste en 2020, qui arrive à la suite des membres présents. Il s'agit de Nicolas Dess, qui est donc nouveau conseiller municipal pour la fin du mandat, mais qui, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être avec nous ce soir. Il sera là sans aucun doute au prochain conseil. C'est aussi pour ça qu'il avait été loin dans la liste, et parce que
très heureux de me suivre, mais très peu disponible. Ensuite, l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 22 mai 2025. Y a-t-il des questions et des remarques ? Vous avez vu qu'on n'est pas, j'ai oublié de vous dire qu'on n'est pas filmé comme d'habitude et repris en direct, puisque le matériel de l'interco n'est pas. On n'a qu'un jeu de matériel qui est pris par une autre commune qui a aussi un conseil municipal ce soir. C'est quand même enregistré. Le son devrait être correct puisqu'il est repris dans la salle, mais s'il y a un deuxième micro là-bas, alors on va voir si on peut le faire tourner en fonction des questions. Sinon, je reprendrai vos questions afin d'y répondre pour que les gens qui nous écouteront demain puissent entendre les débats. Donc, y a-t-il des questions au sujet du procès-verbal ? Pas de questions ? Je porte voix. Qui approuve le procès-verbal du 22 mai ? Unanimité, merci. Alors, les traditionnelles informations sur les décisions prises par le maire en fonction des délégations que vous m'avez accordées. Décision numéro 20 du 15 mai, signature d'un avenant numéro 1 au contrat de bail professionnel aux 3 rue Klein-Peter, passant d'un local de 11 à 16 mètres carrés pour un loyer mensuel passant de 350 à 400 € et des charges mensuelles de 50 à 60 €. Décision numéro 21 du 16 mai, signature d'une convention relative à l'intervention de l'association Valar Carnelis sur le site du 21 rue de Paris du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Décision numéro 22 du 21 mai, demande d'une subvention de 108 661,50 € auprès de la région Île-de-France pour les travaux de rénovation de l'éclairage public, dont le montant prévisionnel attendu est de 362 205 €, hors taxe. Décision numéro 23 du 21 mai, demande d'une subvention de 30 000 € auprès du conseil départemental pour les travaux de rénovation de l'éclairage public, montant prévisionnel toujours identique à 362 205 €. Et décision numéro 24 du 21 mai, choix du séjour d'été 2025, 26 peut-être même, pour 25 enfants Viermois au centre de vacances Le Hameau des Écureuils à Vieux-Boucau-les-Bains dans les Landes. Le prix du séjour est fixé à 969,04 € par enfant. La commune, comme l'an dernier, prendra en charge 30% du prix, soit 290,71 € et le reste à la charge des familles sera de 678,32 €, ce qui représente 70% du prix du séjour. Le tarif pour les familles des communes extérieures sera de 969,04 € par enfant. Le montant total du séjour s'élève à 24 226 € TTC, dont 16 055 € pour l'hébergement et les activités, 4 000 € pour le transport et les frais divers, 4 021 € représentant le coût de l'équipe encadrante et 150 € pour les frais divers d'alimentation. Décision numéro 25 du 4 juin, signature des conditions générales de location des structures modulaires rue Jean Moulin avec la société Algeco. Le coût mensuel de la location est de 1 567,95 € hors taxe. Décision numéro 26 du 12 juin, signature d'un avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public concernant le kiosque situé au 1 quater rue de l'Étang pour prendre en compte une extension provisoire fermée de 14 mètres carrés correspondant à une augmentation de la redevance ou du loyer de 200 € par mois. Cet avenant prévoit aussi le paiement des loyers mensuellement à échoir et non plus trimestriellement. Décision numéro 27 du 23 juin, signature d'un contrat pour la maintenance des ascenseurs de la ville avec la société TKE pour un montant annuel de 2 452,03 € hors taxe. Décision numéro 28 du 23 juin, signature d'un contrat pour la maintenance des élévateurs personnes à mobilité réduite PMR de la ville avec la société TKE pour un montant annuel de 940 € hors taxe. Décision numéro 29 du 3 juillet, signature d'un contrat pour la maintenance des portails et barrières de la ville avec la société TKE pour un montant annuel de 220 € hors taxe. Décision numéro 30 du 27 juin, demande de subvention de 19 367,12 € auprès du conseil départemental pour les travaux de rénovation et d'aménagement de l'ex-EHPAD, estimé à 129 114,10 € hors taxe. Décision numéro 31 du 27 juin, demande de subvention de 38 734,23 € auprès de la région Île-de-France pour les travaux de rénovation et d'aménagement de l'ex-EHPAD estimé à 129 114,10 € hors taxe.
décision numéro 32 du 27 juin, demande de subvention de 45 189,94 € auprès de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les travaux de rénovation et d'aménagement de l'ex-EHPAD, estimé à 129 114,10 €. Décision numéro 33 du 30 juin, signature d'une convention entre la mairie et une infirmière libérale pour le multi-accueil pour des missions d'infirmière à hauteur de 9 heures par semaine et pour des missions RSAI à hauteur de 30 heures annuelles, dont 6 heures minimum par trimestre. Le coût des vacations est arrêté à 30 € de l'heure, charge comprise pour l'infirmière, et à 60 € de l'heure, charge comprise pour les vacations RSAI. Ce prix fera l'objet d'une renégociation chaque année avec la collectivité. Décision numéro 34 du 12 juillet, signature d'un avenant numéro 1 au bail à usage d'habitation concernant l'appartement situé 3 rue Noire, loué à un agent communal, afin de passer la consommation d'eau à un forfait mensuel de 16 € et de réglementer la détention d'animaux de compagnie et la circulation aux abords du logement, celui-ci se trouvant dans l'enceinte de l'école Louis Pergaud. Et enfin, la décision numéro 35 du 18 août, signature d'un contrat pour la vérification périodique des installations électriques et gaz des bâtiments communaux avec la société Socotec pour une durée de 3 ans pour un montant annuel de 6 947 € hors taxes. Voilà pour les décisions qui ont été prises. Entrons dans... Alors, sur les décisions, il n'y a pas de questions. Tu les gardes après parce qu'une décision, j'annonce, mais il n'y a pas de débat sur les décisions. On pourra en parler à la fin si tu le souhaites. Oui, comme souvent on a ça. Mais les décisions, il n'y a pas de débat particulier. On en parlera après. C'est moins pratique quand on n'a pas le matériel. Alors, entrons dans notre ordre du jour, qui est un point finance avec la décision modificative numéro 1. Je ne pense pas qu'il y en ait une deuxième, mais allez savoir, en fonction de l'évolution et de l'exécution du budget. Vous avez la note de synthèse, vous avez également les tableaux repris et construits par Élise, qui est ici présente derrière vous, à côté de Maxime. Si vous avez des questions auxquelles je ne peux répondre, le service finance est parmi nous. Alors, je vais me tenir aux points qui ont été soulignés dans la note de synthèse par Élise. Ça ne reprend pas l'ensemble des chiffres. Si vous avez des questions autres sur des lignes sur lesquelles je ne parlerai pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, pour le coup, il peut y avoir discours. Si j'ai le nez sur ma note de synthèse, n'hésitez pas à faire savoir que vous avez une question. Sur le fonctionnement, on commence traditionnellement par les dépenses de fonctionnement et le chapitre 11. Vous voyez que ce chapitre 11 voit une augmentation de 217 709 € par rapport à une dépense, une section de fonctionnement de 224 925 € au total. Donc c'est vraiment ce chapitre-là sur lequel se passe le plus de choses. Point A, l'ajout de 200 000 € de dépenses Total Énergie sur l'école maternelle. C'est le fournisseur de gaz qui a procédé à des recalculs de factures depuis plusieurs exercices, depuis 2021, en raison d'erreurs sur les volumes qui avaient été consommés. Le prestataire a ensuite réédité de nouvelles factures qui ont été reçues et donc mandatées en 2025. Vous verrez tout à l'heure qu'en recette de fonctionnement, on a la même somme. C'est pour ça que on a l'impression que c'est une grosse DM avec plus de 200 000 € de nouvelles dépenses. Ce n'est pas le cas. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez sur le tableau, vous avez les petites lettres à droite qui ne sont pas dans l'ordre alphabétique, mais qui correspondent aux chiffres que j'évoque. Le point B, c'est l'ajout de 14 000 € relatifs à l'élaboration des plans de la demeure bourgeoise, nécessaires pour obtenir un avis positif du SDIS pour la commission de sécurité. Donc faire un plan de la demeure bourgeoise coûte 14 000 €. L'ajout de 11 880 € qui correspond aux abattages d'arbres dangereux sur la rue de Verdun très récemment et il y a quelques mois au niveau du clos de la Garenne. La prévision au moment du budget n'était que de 5 000 € pour réaliser à ce jour de 14 640 €. Donc cet ajustement permet de conserver une petite
poire pour la fin, si jamais avant la fin de l'exercice on avait d'autres interventions à faire. Point D, l'ajout de 2 844 € pour la rehausse du toit de l'AJV afin d'éviter et de stopper les infiltrations. L'ajout de 6 547 € en raison d'une réparation en urgence de la cuve à fioul de l'école primaire. Je crois que c'est arrivé cet été. Une dépense supplémentaire de 4 380 € de la prestation de l'infirmière du multi-accueil, je l'ai évoqué dans les décisions. L'ajout de 3 085 € pour le réaménagement des sanitaires de l'école maternelle. Ils étaient tels qu'ils étaient à la conception de l'école maternelle, il y a peut-être maintenant, Daniel pourrait nous le préciser, peut-être une trentaine d'années. Et c'est vrai que tous les petits WC les uns à côté des autres, il y avait quand même un manque d'intimité pour les petits, ça, pas facile pour eux, ça posait des problèmes. Donc on a fait quelques travaux d'aménagement pour qu'ils gagnent en intimité. Une dépense supplémentaire de 3 677 € pour le déplacement du marché en raison de l'occupation de la place d'Armes pour le chantier de l'église. La ligne H, c'est 2 lignes dans votre tableau pour retrouver votre chiffre. Il a fallu poser 33 plots et acheter des douilles pour pouvoir mettre les barnums. Une prise en charge de cette dépense par Groupama a été formulée puisque c'est une conséquence de l'incendie du clocher de l'église. Le point I, basculement en investissement d'une provision de 20 000 € pour les décorations de Noël. Au BP, on avait envisagé de les mettre en location, et donc en fonctionnement. Et finalement, on a préféré les passer en achat et donc en investissement. C'est bien ça, hein, Sylvie? Ce qui nous permettra entre autres de récupérer le montant de la TVA. Et le point J, le retrait de 9 600 € inscrit dans l'optique de louer la balayeuse de Chaumontel. On a un problème d'équipement au niveau de la balayeuse. C'est un équipement qui coûte extrêmement cher. Celle qu'on a, la petite, est en panne tous les 15 jours. Dès qu'on travaille 20 heures avec, elle se retrouve en panne. Comme il n'y a pas les pièces, il faut un mois pour la récupérer. Donc on avait envisagé il y a quelques mois de prendre en location celle que Chaumontel a acquis et qui ne travaille pas tous les jours. C'est toujours à mon avis une bonne idée, mais on n'a pas travaillé dessus et ça ne sera pas fait avant la fin de l'exercice, donc on enlève cette dépense. Est-ce que vous avez des questions sur le chapitre 11 ? Pas de questions, je continue. Chapitre 12, les charges de personnel. Si vous allez sur votre tableau directement au total du chapitre 12, vous voyez que l'augmentation des dépenses et la diminution est exactement la même, donc il n'y a pas tellement besoin de s'attarder dessus. C'est souvent des réaffectations sur des comptes différents, c'est bien ça, Élise ? Chapitre 65, les charges de gestion courante. Point K, hausse des participations du CIVOM, le syndicat qui gère tout le parc de Toute-Ville et les équipements sportifs du tennis et du foot, plus 9 000 € en raison des projets nombreux sur le CIVOM, syndicat très dynamique, de construction d'un 3e concours vers tennis, de mise en synthétique d'un terrain de foot. Évidemment, ça coûtera beaucoup plus cher que 9 000 €, mais cette année, l'augmentation est ainsi. Et une augmentation aussi très légère de la hausse de la cotisation au PNR, plus 158 €, ce qui fait passer la cotisation à 3 € par habitant. Point L, les subventions au profit des coopératives scolaires ont été réévaluées comme chaque année à l'appui des effectifs, moins 280 € pour l'élémentaire et plus 520 € pour la maternelle. Point M, la prise en compte de la licence informatique d'une des bornes d'affichage dynamique non prévues au budget, plus 2 000 €, et le retrait d'une provision pour un logiciel comptable qui a été un peu surévalué, et donc baisse de 4 000 €. Enfin, le chapitre 14, le reversement, donc ça c'est un peu technique, le reversement de la fraction complémentaire de TVA en compensation de la suppression qui avait été décidée par le gouvernement de la CVAE sur plusieurs exercices, a été prévu en 2025 en dépenses. Or, après le dernier ajustement opéré début 2025, le montant de TVA nationale définitive affecté à la commune ne donne pas lieu à une dépense, mais est inscrite dans le cadre de cette décision modificative en recette pour 295 €.
Là, nous avons fait le tour des dépenses de fonctionnement concernées par l'ADM. Donc, le total est de 224 925 euros en plus, mais dans ces 390 000 d'augmentation de dépenses et 165 000 de diminution de dépenses. Est-ce que vous avez des questions ou on passe aux recettes ? Les recettes de fonctionnement sont bien sûr équilibrées avec les dépenses, c'est une obligation, plus 224 925. Au chapitre 73, sur les impôts et taxes, une hausse des recettes de 37 295 euros qui sont dues à un ajustement du fonds de solidarité de la région Île-de-France, qui est un des trois fonds de péréquation auxquels nous sommes bénéficiaires. Nous l'avions notifié à hauteur de... Il a été notifié à hauteur de 133 000 euros, alors que nous l'avions estimé au réalisé 2024 à 96 000 euros. Donc une bonne surprise de 37 000 euros. Et enfin, ça a été évoqué il y a quelques instants, le reversement de fractions complémentaires de TVA compensatoire, et cette année en recette de fonctionnement, plus de 195 euros. Au chapitre 731, concernant la fiscalité locale, les contributions directes ont été inscrites en tenant compte d'une revalorisation des bases sur le foncier bâti à hauteur de 1,7%. On avait donc construit un budget avec 3 937 000 euros. Et le montant après la notification par la trésorerie s'élève à 3 870 000 euros et nous devons diminuer ce poste de 67 000 euros. La TASCOM, la taxe sur la surface commerciale, prévue à 42 000 euros, là encore à la hauteur du réalisé 2024. Pour rappel, c'est une taxe qui est due par toutes les entreprises, par tous les commerces de détail qui ont plus de 400 mètres carrés de surface et un chiffre d'affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 euros. Et seuls les établissements ouverts depuis 1960 sont soumis à la TASCOM. La notification des produits prévisionnels prévoit un montant de 38 000 euros et on doit donc prévoir un chiffre à la baisse de moins 4 000 euros. La notification des produits, excusez-moi, la TASCOM, donc je vous en ai parlé. La notification des produits prévisionnels des taxes directes locales pour 2025 prévoit un montant de 38 000 euros. La prévision est aujourd'hui à revoir à la baisse et elle est versée mensuellement. Le montant du dernier versement sera ajusté en décembre. Et enfin, le chapitre 74 sur les dotations et participations. Dotation globale de fonctionnement plus 10 000 euros, c'est la dotation forfaitaire des communes. La DSR, la dotation de solidarité rurale, plus 20 000 euros. Et la dotation nationale de péréquation, plus 2 000. De plus, auparavant, nous touchions directement la part de compensation des salaires, la CPS. Maintenant, ça passe par l'intercommunalité, personne ne sait pourquoi. Et donc, nous recevons un versement par le PCI, estimé par prudence à 70 000 euros au budget prévisionnel et qui s'élève en fait à 98 000 euros. Donc, plus 28 000 euros pour nos recettes. Et enfin, les produits spécifiques, le chapitre 77, on en a parlé tout à l'heure avec les nouvelles factures émises par Total Energy. Là, on a une recette qui apparaît de 200 050 euros. Est-ce que j'ai été clair ou c'est un peu confus, mes explications? Est-ce que vous avez des questions sur les recettes de fonctionnement? On passe à l'investissement, les dépenses d'investissement. Vous voyez que la DM s'élève à plus 650 176 euros. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le début de l'exécution du budget? Certains projets de la commune donc, subissent des retards et nous ajustons nos dépenses pour faire face à d'autres dépenses qui seraient arrivées entre-temps et qui n'étaient pas prévues. Les travaux de rénovation des façades de l'église devaient recommencer en septembre. Finalement, vous voyez, on y arrive à peine, donc une dépense de moins 600 000 euros sur cet exercice. Les rétrocessions de cellules commerciales et de l'espace public dans le cadre des travaux de réhabilitation de la gendarmerie, moins 364 000 euros. Ça a du retard aussi et ça ne sera pas fait cette année.
D'autres projets ont été sous-évalués, la dépense réelle a été inférieure à ce qui avait été évalué. C'est le cas des travaux du parking de la Garenne, moins 32 000 euros. L'émission de maîtrise d'ouvrage pour le gymnase, moins 77 000 euros. Le projet s'est arrêté, donc l'émission également. Les travaux du clocher, moins 48 000 euros. C'est le solde des engagements correspondant au marché initial avant l'incendie, qui représente 238 000 euros, alors que nous avions prévu 288 000 euros. La provision pour les parcelles en préemption a été baissée de 6 000 euros, puisque les projets en cours, et nous arrivons au mois d'octobre, ne nécessitent pas de laisser une provision de 10 000. D'autres prévisions sont retirées du budget car leurs avancées ne sont pas matures et ne seront pas faites cette année, notamment la maîtrise d'ouvrage pour la faisabilité d'un parking en lieu et place de l'ex-EHPAD. Ça, c'est un projet qui ne se fera pas puisqu'on garde l'ex-EHPAD, moins 17 000 euros. Maîtrise d'ouvrage pour la rénovation du voirie, c'est lié à ça, 30 000 euros. D'autres dépenses qui n'étaient pas au budget prévisionnel apparaissent ici, c'est la dernière ligne dans la feuille de vos dépenses de fonctionnement, 308 612 euros, c'est la piste de pump track prévue au niveau du skatepark. Les jeux extérieurs du multi-accueil, 19 000 euros, et l'étude de mobilité par le PNR, 6 000 euros. Ces dépenses-là sont introduites dans cette décision modificative. On avait évoqué ça le jour du vote du budget prévisionnel, qu'on ne les mettait pas dans le budget parce qu'on ne les lancerait pas si on n'était pas éligible et si on ne recevait pas les subventions. Les dossiers avancent bien, les subventions sont notifiées pour la plupart et donc le projet pourrait aller à son terme. Donc on l'introduit aujourd'hui dans notre budget. Autre cas, l'estimation a été réévaluée au niveau du square Albou. L'estimation a été réévaluée suite aux dépenses des entreprises à la consultation, donc plus 130 000 euros de dépenses par rapport au projet initial. D'autres dépenses non prévues sont essentielles au maintien de notre patrimoine et de la commune. C'est le cas de l'aménagement de l'ex-EHPAD et la mise en place de la fibre, 105 000 euros. C'est des travaux qui sont en cours pour accueillir les professionnels de santé dans la barre de l'ex-EHPAD. Le logement rue Noire qui accueille des agents de la commune, c'est devenu une passoire, on ne peut plus reculer, donc 110 000 euros pour refaire ce toit. L'acquisition de 13 ordinateurs et d'un onduleur, 9 000 euros. L'installation d'un poteau incendie, route de Gier, au niveau du centre équestre. Le poteau qui était jusqu'alors ne fonctionnait pas. C'était quand même très malvenu de ne pas avoir un point incendie qui fonctionne à cet endroit-là. C'est fait. Acquisition de 5 barrières contre les dépôts sauvages, 1 000 euros, parce que c'est très bien subventionné. Régularisation de l'achat de 2 radars pédagogiques, 4 000 euros. Nous avons reçu la subvention l'an dernier, une très belle subvention accordée par le département pour l'aménagement sécuritaire de nos rues. Le remplacement de panneaux d'affichage légal, 2 000 euros. Une provision pour les dommages aux existants relatifs au sinistre de l'église, 1 130 000 euros. C'est les chiffres que nous avons pour l'instant, mais nous attendons la finalisation du rapport d'expertise. La commune avancera les travaux de remise en état des domaines existants en attendant le versement de l'indemnisation de la part de notre assureur. Un recours sera opéré pour récupérer une franchise aussi que nous devons avancer de 3 000 euros. Enfin, pas avancer du coup, mais la supporter sur nos comptes. Certaines imputations de dépenses ont dû être changées à la demande de la trésorerie. Donc là, il ne s'agit pas de mouvement d'argent, hein, ça n'a pas d'impact budgétaire. C'est le cas notamment pour les reprises de concessions qui changent de compte du 21,38 vers le 21,28 pour 21 968 euros et une part des crédits de la cour du centre technique qui doivent être basculés aussi sur un autre compte pour 47 519 euros. Voilà un peu les mouvements qui concernent l'investissement qui ont fait vivre le budget depuis un certain nombre de mois. Comment on fait, Maxime? On passe le micro ou je répète la question? C'est plus simple peut-être? Monsieur Bayeux.
Alors, page 5. À quel endroit? C'est retiré. Point F. Pourquoi on l'inscrit? Maîtrise d'œuvre. Oui. Bon, je vais quand même poser la question. C'est une erreur, c'est la maîtrise d'œuvre. Ok, alors, et puis en même temps, on parle en dessous de l'aménagement de l'ex-EHPAD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renonce à la démolition de l'ex-EHPAD? Oui, ces chiffres-là, si je ne m'abuse, c'était lié à une réflexion de raser la barre de l'ex-EHPAD et de faire un parking paysager à cet endroit-là. Et une voirie traversante, et notamment une voirie vélo aussi, qui serait une partie supplémentaire de la voie cyclable qui irait du collège jusqu'aux équipements sportifs. Ce projet-là est abandonné puisque la barre de l'EHPAD est conservée, donc ces dépenses n'ont plus lieu d'être. D'accord, ok. D'autres questions? Oui. Là. Oui, le remplacement des panneaux d'affichage légal. Les panneaux ont été installés il y a quoi? Il y a 3 ans? 2 ans? Non, on parle des panneaux vitrés, supports vitrés. Ceux On met qui les sont dans affiches. les rues? Oui. Eh bien, on les a installés il y a quoi? Il y a 2-3 ans, non? C'est ça, non? Quand vous dites les panneaux d'affichage légal. C'est pas les électroniques. Hein. Ah d'accord, c'est lequel? Non, alors non, c'est ceux où on met les affiches dedans. D'accord, ce qui est sur l'école maternelle. Il y en a un sur l'école maternelle, il y en a D'accord. un à l'entrée de l'allée de Sully, il y en a un à oui. Royaumont, à l'office de tourisme, à la gare. Donc une discussion, une réflexion a eu lieu avec le service communication. Là, l'agent, c'est des vieux panneaux, et les vitres sont très lourdes, et l'agent ne peut pas toute seule y aller, tenir le panneau, coller les affiches. Il faut être deux, il faut faire un appel à un SVP qui a aussi son travail. Donc on a combien? 3 ou 4 officiels? 4 panneaux officiels où il y aura encore nos affiches. D'accord. Le reste sera mis en affichage libre, parce qu'on n'avait pas d'affichage libre. C'est une discussion qu'on avait eue il y a quelques années au sujet des élections, je crois. On n'avait pas d'affichage libre dans la ville. Là, les panneaux qui sont actuellement des panneaux officiels, les vitres ont été enlevées, comme à côté de l'école maternelle. Oui, c'est ça. Et c'est un affichage libre. Et donc, il y aura finalement 4 panneaux sous fermés. Et combien d'affichage libre ça donnerait? Tout le reste, 5. Ok. Oui. Ok. D'accord. Bon, On répond à une question de l'affichage libre qu'on n'avait pas. Et oui, puis oui. aussi, c'est important de garder ces panneaux-là parce qu'il y a des gens qui marchent dans la rue, ils ont intérêt à regarder les affiches. Mais on est aussi passé à l'ère du numérique. Donc on a 2 tableaux numériques extérieurs, plus celui dans le hall de la mairie, enfin, plus tous les sites. D'accord. Bon, merci. D'autres questions? Les recettes d'investissement, pour terminer l'ADM, donc des subventions sont ajoutées au chapitre 13 qui viennent compenser les dépenses. Pour les jeux extérieurs du multi-accueil, 2 000 € par la MSA et 10 000 € par la CAF. Pour le pump track, la MSA nous octroie 8 000 €, la région 75 000 € et le département doit se prononcer dans les semaines qui viennent, et ainsi que la DETR. On a bon espoir, c'est pour ça qu'on l'a mis au budget. Les cofinancements concernant les travaux de façade de l'église sont retirés pour être cohérents avec les retraits des dépenses afférentes. On a enlevé 600 000 € cette année, on enlève la subvention qui va avec pour être logique. L'indemnisation relative la prévision de la taxe d'aménagement était de 50 000 €. Prenons en compte les projets de construction de la rue de la République et de la rue de Paris qui, pour l'instant, ne sortent toujours pas. Et cependant, donc, à ces jours, les chantiers ne sont pas suffisamment avancés. On retire donc par prudence la somme de 45 000 €. En dessous, vous avez le petit tableau de 3 lignes qui vous retrace, qui vous présente le résumé de l'ADM par rapport au budget primitif. Et le budget voté de la ville était de 12 511 999,47 €. Le budget que nous vous proposons après DM s'élève à 13 391 100,47 €. À votre écoute. Je porte aux voix qui approuve cette décision modificative.
Qui s'abstient? Qui est contre? 4. Merci. Alors, on quitte les finances pour passer du côté de l'urbanisme. Je vais passer la parole à Hugues Brissot pour la cession d'une parcelle. Alors, cession de la parcelle cadastrée AI 330, le rue de la Pichenne. Alors, d'ailleurs, je voudrais vous dire que malheureusement, il y a eu un petit oubli. D'habitude, j'aime bien mettre le petit comment dirais-je, le petit dessin qui vous permet de voir où ça se situe à peu près les parcelles qui font l'objet des délibérations. Donc là, je vais vous dire que c'est sur la route d'Église. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, la route d'Église. Donc voilà, donc c'est une parcelle. Alors ça ne fait pas l'objet d'une préemption. En fait, on a reçu un courrier donc, du 21 janvier 2025 et par l'intermédiaire de leur notaire, les héritiers de Madame Freinet ont indiqué qu'ils souhaitaient céder la parcelle cadastrée section AI numéro 330 d'une contenance de 1980 m². Donc cette parcelle est classée en zone naturelle du plan local d'urbanisme et se trouve dans le périmètre biocorridor de Viarmes, interdisant donc toute construction. La propriété des parcelles forestières reste le meilleur moyen de prévenir les défrichements, les aménagements et les installations illégales avec toutes les nuisances qu'elles entraînent pour la population. Cette acquisition de parcelles proposée au conseil municipal poursuit la politique volontariste de protection de son environnement engagée par la commune. Ces espaces agricoles et forestiers sont l'écrin paysager de la commune de Viarmes, participant à son identité rurale et à son attractivité résidentielle. Donc la commune a fait une offre à un montant de 1 500 € et elle a été acceptée donc, par les consorts Freinet. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter l'acquisition à ce prix et d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant, en cas d'empêchement, à signer tous les actes en découlant. Les frais notariés seront bien entendu à la charge de la commune. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'est une parcelle qui est éloignée du chemin ou qui contre... Non, elle est en bordure de la route d'Église. Elle est accessible, si tu veux voir le truc. Et c'est là où il y a le rue qui passe. Il y a un rue qui passe. Le rue, il est un peu plus loin. Mais oui, c'est un secteur. Ouais. Parce que souvent, les habitants entretiennent eux-mêmes ces parcelles. Non, mais là, on touche pas. Là, sur la parcelle, il n'y a pas le rue, mais il est pas loin, mais il n'est pas sur la parcelle. Et là, il y a des installations aussi illégales ou pas dans le... Ah non, pour l'instant. Ah, dans le coin, dans le secteur ? Oui. Ah oui, il y en a quelques-unes aussi. Ouais, donc celle-là, il faudrait la sauver. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à s'installer sur cette parcelle ou pas encore? Non, elle est vierge là, pour le moment. Ah, pour l'instant, il est complètement vierge. Oui, il est pas... C'est juste à titre préventif aussi que l'on a accepté la proposition pour acheter le terrain. Bon, alors d'abord, ça évite aussi les frais de... Vous savez que quand on préempte par la SAFER, on a des frais supplémentaires. Ah, oui. Donc du coup, on a des frais en moins. Et puis bon, puisque c'est eux qui sont venus vers nous, j'imagine que c'est par aussi le fait que depuis ces derniers temps, on préempte aussi pas mal, il faut le dire. Hein. Mais ça permet de sauvegarder des endroits. Alors je sais ce qu'on va me dire, hein, l'entretien, le quid du devenir de toutes ces parcelles. Non, mais en fait, ce qui est surtout important, c'est de protéger ça pour éviter les installations illégales. Là, clairement, c'est utile. Dans ce secteur-là, en tout cas, c'est utile. Enfin, surtout que le problème, c'est qu'on peut agir, on va dire, un peu mieux, un peu plus vite quand on est propriétaire que quand on ne l'est pas, parce qu'après, pour intervenir, c'est compliqué, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de parcelles sur Viarmes où les propriétaires sont peu identifiés. Même voire certains propriétaires ignorent complètement qu'ils sont propriétaires de certaines parcelles. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Donc c'est un vrai problème quand même. C'était très morcelé, trop morcelé d'ailleurs. Et puis ça, le terrain n'a clairement aucune valeur pour les propriétaires parce qu'on ne peut pas construire, on ne peut rien faire. Ah oui, on peut rien faire. C'est un biocorridor où les animaux passent, c'est ça? D'accord. Oui. Okay. On essaie de protéger un maximum. Hein. Mais de toute façon, je veux dire, ça fera l'objet vraisemblablement dans un certain temps à une réflexion sur le rezonage lors d'une révision d'un PLU, à mon sens, parce qu'il y a des endroits qui sont trop urbanisés maintenant pour être considérés comme étant complètement
des espaces naturels. Donc il y a un vrai sujet, il y a des communes qui commencent à adopter une autre façon de travailler, c'est-à-dire que quand vous avez un alignement sur un chemin, une route de X habitations illégales, et que le combat est très compliqué pour, je dirais, faire retirer ces installations illégales, il y en a qui préfèrent remodifier leur PLU et intégrer une certaine partie, pas tout, mais qui correspond davantage à une réalité du terrain. Alors on va voter. Qui est pour? Tout le monde, je crois. Merci. Merci Hugues, c'était très clair. Alors, point suivant, point numéro 3, l'actualisation des délégations du maire. Il s'agit de rattraper une erreur matérielle dans un cas et de apporter une précision dans l'autre cas. S'agissant de l'erreur matérielle, celle-ci concerne la délégation numéro 15 concernant le droit de préemption urbain. Les règles qui régissent ce droit de préemption par délégation doivent être fixées par le conseil municipal. Et en 2021, cette limite avait été fixée à 20 000 €. Mais cette disposition n'a pas été reprise lors de la mise à jour des délégations effectuées par la délibération numéro 3/2024 de janvier 24. Et on la corrige aujourd'hui en corrigeant donc cet oubli et en rétablissant cette limite de 20 000 €. Le texte qui vous est proposé est donc le suivant, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L211-2 et L211-2-3, ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans la limite de 20 000 €. La délégation numéro 26, elle apporte une précision. Elle sera rédigée comme suit, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. Ça, c'est ce qu'il y avait dans l'ancienne version. Et nous vous proposons de demander aux organismes financeurs, ci-après énoncé, l'attribution de subventions. La région Île-de-France, le département du Val-d'Oise, la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole, la préfecture pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, et la direction régionale de l'action culturelle. Je ne vois pas le PNR là-dedans. C'est normal? Donc, vous voyez, c'est la précision des financeurs à qui je peux m'adresser pour et ne pas avoir à demander d'abord d'attendre un conseil municipal pour demander une subvention. J'ai une question là-dessus quand même. Est-ce qu'on le rajoutera? Si le vote... Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là ou je vous propose de le porter au vote? Oui, Laurent, alors vas-y, je répéterai ta question pour que tout le monde entende, parce que le micro est loin. Vas-y. Effectivement, c'est l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales qui indique que le conseil municipal fixe les conditions de cette délégation. Et donc on ne peut pas la laisser générale, on est obligé de cerner la délégation. Donc c'est soit lister les financeurs, soit lister les travaux éventuellement. Enfin voilà, nous on vous propose de lister les financeurs, c'est ce qui nous semble le plus simple parce que c'est compliqué en fait de cadrer cette délégation. Mais effectivement, il faudrait rajouter le PNR sans doute. On s'est fixé sur les plus souvent sollicités. Et donc effectivement, il manque le PNR. Alors Clarisse demande si c'est pas trop limitatif. C'est vrai que c'est à ceux-ci qu'on s'adresse dans 90% des cas. Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas dans la liste, il faut attendre un conseil municipal pour pouvoir demander une subvention. Donc c'est aussi une perte de temps, une perte de fluidité, quoi. Une question de quelqu'un? Prends le micro, Daniel, puisqu'il est là. On pourrait rajouter sur la liste le syndicat d'énergie. Le syndicat d'énergie, absolument, puisque oui, ça arrive. Le syndicat d'énergie, le SDEVO. Le SICTUB, non? C'est pas la peine? Ah bon?
Le SICTUB, c'est pas la peine. Vous donnez pas de subvention, vous. Non, le SICTUB, il paye tout. C'est bien. Oui. Bon. On verra, c'est une mise à jour. Donc je vous propose, s'il n'y a plus de questions, de passer au vote, étant bien clair qu'on ajoute le syndicat d'électricité et le parc naturel régional auquel on s'adresse pas plus tard qu'en ce moment, on en parlera après, sur une étude de mobilité dans la ville. Je porte aux voix qui approuve cette modification, qui s'abstient, qui est contre, une abstention, 3 contre. Merci. Alors, désignation, le point 4, c'est la désignation des membres élus au conseil d'administration du CCAS. Yvan, je m'étais adressé à toi il y a une quinzaine de jours parce qu'il nous fallait vraiment trouver quelqu'un pour remplacer Sabine. Tu veux dire un mot là-dessus, Valérie, ou je prends le point du coup? Non, c'est bon. On ne trouvait personne parce que c'est vrai que là on parle de 2 réunions, peut-être 3 au grand maximum. Entre-temps, M. Bayeux a proposé sa candidature et on a une sorte de question juridique qui n'est pas tranchée mais qui se pose quand même, de représentativité des différents groupes dans les différentes instances de la commune. Et M. Bayeux s'étant déclaré élu conseiller municipal indépendant, il y a peut-être un sujet quand même pour que son groupe unitaire soit représenté. Donc si tu veux bien, comme je te l'ai déjà demandé, mais que tu me confirmes, finalement ne pas accéder à ma demande et proposer la candidature de Jacques pour les 6 mois qui restent de mandature. Une intervention? Alors, avec micro, s'il te plaît. Oui, 2 observations. La première, c'est que moi j'ai complètement appris par hasard qu'il y avait un appel à candidature. C'est évident qu'à partir du moment où j'ai entendu appel à candidature, je t'ai envoyé une lettre de candidature. Est-ce qu'on peut donner connaissance de cette lettre de candidature au conseil? Est-ce que tu souhaites la lire? Tu l'as avec toi? Ah bah je peux la lire. Vas-y. Oui. Je peux complètement la lire. Alors, Monsieur le maire, en référence à l'article L123.6 du Code de l'action sociale et des familles concernant les dispositions afférentes à la composition du conseil d'administration des centres communaux et au mode de désignation des administrateurs élus suite au décès de notre collègue Madame Sabine Jamet, par cette présente, je fais acte de candidature pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS de Viarmes. Mon parcours professionnel d'éducateur spécialisé, puis de directeur de structure de la protection de l'enfance pendant 22 ans, ainsi que mon statut actuel de personne qualifiée du département nommé par le préfet d'un commun accord du préfet et du Val d'Oise, le président du Val d'Oise, m'autorise à faire acte de candidature. En cas de candidature, de plusieurs candidatures au sein de ce conseil, est-il possible d'organiser un vote au bulletin secret? Simplement aussi rajouter que j'avais travaillé avec Mme Lecomte un début d'analyse des besoins sociaux qui aurait dû être fait normalement les 6 premiers mois du mandat. Ça n'a pas été fait. C'est vrai que l'architecture de cette analyse avait été faite et moi, je n'ai pas eu de retour des conséquences de cette analyse. Bon, c'est pas comme ça qu'on l'a perçu. Nous, on t'avait demandé de travailler, tu n'es pas venu. On a senti qu'il n'y avait pas de travail qui était, alors que je t'avais confié l'analyse des besoins sociaux. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges qui étaient faits entre vous. Mais c'est pas grave. Si tu veux bien, on va pas aller dans une polémique. Je pense que ta candidature, effectivement. Non, mais moi, attends, juste une minute. À aucun moment, tu m'as confié une mission de ce type-là. Si, bien sûr. Ah bah non. On en a parlé, je t'en ai parlé à toi, on en a parlé avec Valérie, je t'avais proposé de venir aussi au CME, tu n'as pas souhaité. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou on passe aux voix? Je vous propose donc la candidature de M. Bayeux Jacques pour la fin du mandat au CCAS. Qui approuve? Qui s'abstient? Qui est contre? 1, 2. Alors, qui s'abstient? 1, 2, 3. Qui est contre? 1,
Merci. Point numéro 5, signature d'une convention financière relative à l'étude de mobilité pour la commune de Viarmes avec le PNR. Alors, compte tenu de l'importance du développement des modes de transport alternatifs en faveur de la transition écologique et dans le but d'améliorer la qualité de vie de nos habitants, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise Pays de France a proposé à la commune de mener une étude de mobilité sur son territoire sur une période de 6 mois afin de proposer un schéma de mobilité cohérent visant à rationaliser la place de la voiture et assurer une articulation efficace entre les déplacements motorisés et actifs. Quels sont les objets ? Objectiver la mobilité tout mode à l'échelle de la commune par des relevés de terrain et par du recueil d'informations, proposer des solutions en termes de circulation et de stationnement pour répondre aux besoins identifiés en cohérence avec les ambitions et la stratégie de revitalisation du territoire, assurant accessibilité et préservant les secteurs à apaiser. Décliner un plan d'action opérationnel accompagné d'un calendrier de réalisation permettant de prioriser les opérations et élaborer un plan d'aménagement et de circulation de la rue de Paris, permettant de la rendre agréable pour les riverains et les usagers de ce lieu. C'est une étude qui nous a rapidement semblé intéressante, d'abord parce que vous voyez sur les 3 lignes suivantes qu'elle est prise en charge à 80% par le parc naturel régional et à 20% par la ville pour un montant de 5 894 €. Au-delà de ça, vous avez pu voir que cette étude est en cours. C'est des espèces de, comment on peut dire ça, pas des pylônes, mais des radars qui sont présents dans un certain nombre de points de la ville, qui donc enregistrent toutes les différentes mobilités et les sens de mobilité. C'est pertinent parce qu'on a des vrais problèmes de circulation dans la ville. Certaines villes autour de nous peuvent avoir une artère principale à sens unique pour fluidifier. Moi je considère que ce n'est pas possible parce que nos rues adjacentes à la rue de Paris sont beaucoup trop étroites. On a des projets importants de développement de la ville qui eux aussi vont amener du flux, ne serait-ce qu'on a parlé tout à l'heure des travaux et de la maison médicale en cours de réalisation, qui va amener du patient, des clients. À côté de l'EHPAD, dans la maison bourgeoise, il y a actuellement 5 paramédicaux qui travaillent, qui n'étaient pas sur la ville avant. Donc c'est une vraie offre supplémentaire sur la ville. Ça, c'est des gens qui viennent consulter. C'est donc, et c'est pas forcément des gens de Viarmes, bien sûr. Et donc c'est des gens qui doivent pouvoir circuler et stationner. Pour répondre à tout ça et pour avoir des propositions de gens dont c'est le métier, on a bien volontiers accepté de lancer cette étude. Est-ce que vous avez des questions ? Elle est en cours, elle va durer 6 mois et on aura un compte-rendu, un retour. Il y a eu un déplacement d'un poteau qui était avant devant la boucherie et qui s'est déplacé. Il y en a certains qui ont été déplacés en... Ah, je sais pas. Ah, d'accord. Je sais pas. Ils ont posé tout leur comment vous appelez ça, leur radar. Ils ont déposé, oui, tout leur radar. Et je sais pas. Il y en a un certain nombre dans la ville. Je sais plus combien il y en a. Hein, beaucoup. Qu'est-ce qui était avec moi en réunion là? Il y en a beaucoup. Ça va jusqu'au rond-point. Oui, il y en a beaucoup. Au-dessus de la zone industrielle. Donc c'est pour ça. Surtout. Il y en a beaucoup et ça va être très intéressant. On vous le présentera à mon avis même en conseil municipal. Quoique c'est pas sûr. Parce que Sylvie, ça dure combien de temps l'étude, le temps qu'il retourne? Non. On a dit 6 mois. Oui, non, ce sera mandature suivante. Mais le retour sera vraiment intéressant à analyser. Je porte aux voix. Qui est favorable à la convention? Unanimité. Merci beaucoup. Point 6. Pascal Martin pour la signature d'une convention entre la mairie, son école de musique et la compagnie Fauve. Merci. Donc, cette convention a pour objet de formaliser un partenariat entre la ville de Viarmes, représentée par l'école municipale de musique, et la compagnie Fauve, qui est chargée de la mise en scène de représentations théâtrales à la demande de la collectivité. Dans ce cadre, un travail de mise en scène, d'interprétation théâtrale et de direction d'acteurs sera mené chaque lundi de 17h à 22h dans la salle Saint-Louis, donc ici même, sur une période de 34 semaines allant du 8 septembre 2025 au 29 juin 2026. La compagnie Fauve assurera la responsabilité artistique de la création et en garantira la mise en œuvre, la maîtrise d'œuvre, pardon. Le contenu des ateliers sera défini par l'organisateur.
en cohérence avec son projet d'artistique et sa programmation. En contrepartie de ces prestations, la ville devra s'acquitter de la somme de 9 350 € TTC, association non assujettie à la TVA, selon l'échéancier suivant. Une somme de 3 575 sera d'abord versée à la fin du mois de décembre 2025. Un deuxième versement de 2 887 € fin mars 2026. Un troisième de 2 888 € fin juin 2026. La convention est consultable au secrétariat général. Donc en fait, il s'agit de la reconduction du partenariat avec cette compagnie. Ce sont des cours de théâtre donnés par Kimiko Kitamura le lundi soir. Actuellement, on a déjà 34 inscrits pour la saison 2025-2026. On a en éveil 15 élèves qui sont inscrits. En initiation, c'est-à-dire les 12-14 ans, 14 élèves. Et on a pour les 15 ans et plus, donc pour les adultes, 5 élèves plus 3 en attente, ce qui porte l'ensemble à 37 élèves. Donc il s'agit de donner des cours, de produire des spectacles. Et tous les ans, nous avons le droit à une restitution publique. La dernière était assez jubilatoire, hein. Elle a été très agréable, elle a eu lieu ici même. Voilà. Donc je porte voix. Je vois que c'est, premier paragraphe, c'est à la demande de la collectivité. Oui. C'est-à-dire c'est la ville qui demande. C'est la ville qui demande, c'est l'école de musique qui demande. D'accord. Oui, Roger. Oui, j'ai juste une petite question. Je vois que tu vas du 8 septembre au 29 juin. Mais je sais qu'à cette époque-là, il y a la danse qui occupe la salle. Il y aura pas un problème de doublon, là? Non? D'accord. Merci. Merci. Oui, je tiens à préciser que le théâtre a été ouvert il y a 2 ans et c'est une activité qui est en équilibre total, donc qui ne coûte rien, puisque les cotisations sont supérieures au coût des 9 000 € que vous voyez affichés ici. Juste sur une rectification, il y a eu des conséquences cette année sur les répétitions, puisque l'école de danse a dû réduire au moins 2 voire 3 répétitions. Donc il y a eu des conséquences. Je suis bénévole à l'école de danse, et les répétitions sont faites en 3 jours et non pas en 6 comme d'habitude. Ça n'a pas posé de problème pour l'école de danse. Moi, j'ai pas eu de remarques, j'ai pas eu de demande spéciale de l'école de danse. Ça n'a pas gêné leurs répétitions. Peut-être qu'elles ont rattrapé en faisant plus de répétitions à certains moments, parce que l'école de danse dispose de la salle Saint-Louis pendant de très nombreuses heures. Mais je parle en termes de jours. Hein. Ils ont dû réduire en 2 ou 3 jours leurs répétitions. Voilà. Mais après, on peut se rapprocher des responsables de l'école de danse. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait pour permettre à chacun d'utiliser la salle dans de bonnes conditions. Donc je porte voix. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Merci Pascal. Point numéro 7, concernant les reprises de concessions perpétuelles en état d'abandon sur le cimetière de Royaumont. Alors, certaines concessions perpétuelles dans nos cimetières communaux sont aujourd'hui dans un état manifeste d'abandon. Ces sépultures, souvent sans entretien depuis des décennies, posent plusieurs problèmes que l'on peut facilement imaginer.
Le respect dû aux défunts et à leurs familles, les concessions abandonnées dégradent l'image du lieu parce qu'elles ne sont pas du tout entretenues et peuvent être vécues comme un manque de respect pour les familles encore présentes. Encore que si elles sont dans un tel état, elles n'ont pas été entretenues depuis très très longtemps, donc on peut imaginer qu'il n'y a pas peu de membres de la famille qui viennent. La sécurité, certaines tombes sont en ruine avec des stèles instables ou des affaissements de terrain et elles peuvent représenter un danger pour des visiteurs et engager notre responsabilité. Les capacités d'accueil de nos cimetières, elles sont limitées. Je vous rappelle qu'il y a 6 ou 8 ans, il y avait un projet, le terrain était acquis d'ailleurs le long du cimetière de Fréval, il y a une partie du terrain sur la droite qui a été acquis par la commune. Et un projet d'agrandissement du cimetière était prévu. J'ai souhaité ne pas rentrer tout de suite dans ce projet d'agrandissement du cimetière, mais rentrer dans une logique de gestion de nos 2 cimetières. Et ce point-là rentre dans cette logique-là. Donc nos capacités de cimetière sont limitées et il convient de reprendre les concessions véritablement abandonnées dans le cadre légal afin de permettre à terme de libérer la place pour de nouvelles inhumations. Évidemment, cette procédure est strictement encadrée par la loi. Il ne s'agit pas d'une suppression arbitraire, mais une mise en œuvre qui prend plusieurs étapes. C'est assez lourd, c'est assez long également. Il y a d'abord des constats d'abandon, ensuite il y a des affichages à faire, des informations aux ayants droit s'ils sont connus, et un délai de 3 années avant toute reprise effective. Il est donc proposé à vous-même au Conseil d'engager cette démarche en identifiant un premier groupe de 5 concessions choisies conformément aux raisons évoquées ci-dessus, la numéro 9, numéro 22, numéro 11, numéro 10 et numéro 1, soit 5 concessions. Est-ce que vous avez des questions? Par exemple du côté de Madame Misnard, non? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une demande a été faite au PNR par l'intermédiaire de Madame Misnard. Je crois que je n'en ai pas parlé à Steven d'ailleurs, donc ça tombe bien, il regardera le conseil, afin que des gens spécialisés là-dedans viennent sur notre cimetière nous faire un retour et nous dire s'il y a des tombeaux, des tombes de qualité qui ont un intérêt historique ou architectural pour la commune, étant bien clair que j'ai bien précisé que je ne voulais pas entrer dans des histoires qui allaient durer 10 ans, dans des obligations de rénovation de caveaux qui allaient coûter extrêmement cher et pendant très très longtemps, et qu'on a un besoin d'entretien, de sécurisation et de libérer des places, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Laurent, je reprendrai ta question, vas-y. Je l'ai pas là. Alors, c'est un sujet très intéressant. J'ai le dossier, Steven le tient un jour, mais j'ai pas en tête. Est-ce qu'on peut noter au prochain conseil municipal de vous amener pas les statistiques, mais les chiffres de remplissage, de concessions à reprendre, des places disponibles sur les 2 cimetières. Là, on parle des perpétuels, hein. Il y a des procédures qui sont plus simples, hein. Il y en a qui sont plus faciles à reprendre et beaucoup plus rapides. Des gens qui ne renouvellent pas, simplement, je crois que 1 an après avoir payé la date de renouvellement, de règlement de la concession, après relance, on peut reprendre, quoi. Bon, c'est pas simple, hein, c'est assez moralement délicat. Clarisse, tu voulais dire quelque chose? Oui, vraiment, dégradation et dégradé. Je ne sais pas si vous les voyez, je pense que c'est les 3 qui sont dans l'allée à gauche du monument aux morts. Je pense qu'on parle de celle-là, mais de chaque côté de la chapelle du général de la Grange, c'est dans un état, c'est pareil. Tout ça, c'est vraiment, s'il n'y a pas un siècle que personne n'est venu dessus. Donc il y en a qui sont vraiment dangereuses et il y a des trous, je ne sais même pas s'il y a encore quelque chose dedans. Enfin, et puis alors on doit évidemment mettre tout ce qu'il faut et tout en œuvre par rapport au respect des gens qui sont dedans, mais aussi par rapport aux familles des gens qui sont sur celle d'à côté et qui voient un cimetière pas entretenu. Franchement, c'est pas possible, quoi. Ah ben c'est perpétuel, donc ça se termine jamais. Mais je crois que c'est plus autorisé d'ailleurs, hein.
C'est plus autorisé. C'est plus autorisé. Mais celles qui sont en cours sont en cours. Et la procédure, voilà, elle dure 3 ans, plus les travaux à faire avant pour pouvoir la reprendre. Et s'il y en a donc certaines qui sont très valorisables, on écoutera ce que nous dira le PNR. Oui. Oui, c'était à peu près la même question. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à voir la différence entre le perpétuel et puis des concessions prises sur 10 ans ou 15 ans. C'est au choix des gens. C'est ça, mais perpétuel, ça veut dire que des gens ont payé à vie. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, une autre question. Non, c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Une autre question beaucoup plus technique. Peut-être pas très drôle, mais j'imagine que les dents sont nettoyées après. S'il reste des ossements, ça part aux ossuaires? Non, il y a ce qu'on appelle une réduction des corps et c'est mis dans l'ossuaire. D'accord. Qui est ici en ville? Il y en a un à Royaumont, tout au fond à gauche. C'est celui où il y a qui est vide d'ailleurs. On l'a vu, on était le voir, il est quasiment vide. Il y a un ossuaire, oui, tout au fond à gauche du cimetière. Voilà. Ça appelle un vote, j'imagine que oui. Hein. Qui approuve donc finalement une gestion du cimetière au plus près, parce qu'on n'a pas beaucoup d'emplacements disponibles. Donc qui approuve la reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon. C'est ça l'idée du point. Hein. Qui approuve? Tout le monde? Pas d'abstention? Pas de vote? Une abstention? 2 abstentions? Non? Tout le monde approuve? Une abstention? Une abstention. Pas de contre. Merci. Alors, l'ordre du jour officiel du conseil municipal est donc arrive à sa fin et arrive le moment tant attendu des réponses aux questions de l'opposition. Les gens qui nous suivent quand c'est filmé me disent des fois on doit attendre longtemps avant d'aller se coucher pour écouter les questions et les réponses de l'opposition. Une question concernant l'environnement. Je viens à ta question après. Hein. Comme tu as posé des questions après, on fera en groupe tout ce qui te concerne. On va s'occuper du groupe d'opposition fier d'être Viermois. Environnement. Donc vous avez été interpellé par des Viermois qui vous ont signé la présence d'herbes de la pampa dans la ville, notamment dans les massifs bordant l'avenue de Royaumont. Donc c'est une plante qui s'appelle l'herbe de la pampa, la Cortaderia celoana. Donc, des gens vous ont alerté qu'il y en avait sur l'avenue de Royaumont, au rond-point Charles de Gaulle et chez des privés. C'est bien ça? Alors, c'est sûr? Bon. Après interrogation donc, des services espaces verts, sur le rond-point Charles de Gaulle, ça n'est pas de l'herbe de la pampa, c'est pas facile, hein. C'est des Pennisetum macrorum et des Pennisetum alopecuroides. Non. On a la preuve d'achat disponible, me dit le service d'espace vert. Avec micro, s'il est à côté de toi, s'il te plaît. Le micro, il est où? Vas-y. En tout cas, avenue de Royaumont est juste là, à l'angle du parking, c'est bien de l'herbe de la pampa. Alors là, je ne sais pas, on va demander aux spécialistes, sauf si tu es spécialiste du truc. Juste au coin. Ouais, mais enfin, vous m'avez dit ça aussi au rond-point et finalement, ça n'en est pas. Donc là, j'enverrai les espaces verts pour voir. Là, c'en est. Avenue de Royaumont, sur les parterres. Oui, j'y viens. Il y en a. J'y viens. Il y en a aussi chez des particuliers. J'y viens. Donc avenue de Royaumont, depuis plusieurs années, il y a un des massifs qui est planté, un seul, qui est là depuis plusieurs années, donc c'est pas nouveau. C'est une plante qui est interdite effectivement pour des problèmes invasifs. C'est des plantes invasives, c'est pas des plantes toxiques, c'est pas des plantes qui peuvent blesser, mais c'est juste un problème sur des plantes invasives. Elles sont suivies par les services depuis plusieurs années. Moi, j'ignorais qu'elles étaient suivies même. Et donc, ils sont vigilants chaque année à couper les fins de floraison avant la montée des graines pour que par un processus anémophile de mémoire, par le vent, ça puisse aller chez des particuliers. Oui, mais en fait, il faut les arracher. Oui. Alors donc, on va voir avec les espaces verts comment ça peut être fait. Maintenant, je suis allé faire un petit tour sur un site de vente en ligne où on trouve tout au niveau mondial que je ne citerai pas, où il y en a plein à vendre. Exactement ce nom-là pour quelques euros.
Donc pour un truc interdit, les ventes sont libres, c'est quand même assez étonnant. Et je sais en pas gros si plan, tu ça as sort vu- comme ça. Je ne sais pas si tu as vu les peines, mais en fait, on parle même de prison dans l'arrêté ministériel. hein. Ouais, arrête, Parce j'ai peur. que Mon inquiétude monte. Donc on va voir avec les services ce qu'on fait de cette plante-là. Maintenant, on peut faire une communication auprès des gens. Maintenant, c'est chez les privés, on ne sait pas. hein. oui, parce qu'en fait, Moi, le je problème, sais pas c'est qui que en a, on comme fera une communication plante, générale. ça fait 1 million de graines. C'est sûr que cette plante va essaimer, c'est sûr. Bah, pour l'instant, c'est pas le cas à Viarme. Bah. Ça SM pas. Non, mais là, la certitude, on fera venir les services qui vérifient D'accord. si c'en est bien. Bah, vous vérifiez parce que. Parce qu'à si Rond-Point c'est Charles le de Gaulle, cas- c'en est pas. Ah bah oui, mais dans Avenue Royaume, c'en est. Oui, mais elles ont été plantées par les services. C'est pas poussé comme ça. C'est oui, pas, mais on c'est n'a pas pas le droit invasif. d'en Elles ont été planter. mises il y a 5, 10, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Bah maintenant, il faut les arracher. Voilà. C'est faut les arracher. On va voir. Voilà. Bah oui. C'est la loi en fait. Hein, c'est Ouais, comme ça. mais la Arrêté loi, ministériel. ouais, c'est la loi. Si c'est la loi, on les Je t'ai arrachera. cité arrêté ministériel de 2023. Ok. Voilà. Alors, point suivant, concernant la voirie, des habitants de la rue Fréval vous ont interpellé sur les travaux de peinture sur la chaussée. Ils ont découvert un beau jour une ligne discontinue sur la gauche de la chaussée en venant de la rue de la Garenne. Il n'y a aucun panneau, aucun logo tracé, juste une bande à peine un mètre du caniveau. Qu'est-ce donc? Selon les ouvriers et agents, quels ouvriers et agents? Des agents de la ville qui vous ont dit ça? Les habitants nous ont dit Les habitants. des personnes des qui ont agents. tracé ça, oui. Oui, oui, c'est clair. Parce que vous dites ouvriers et agents. Non. C'est pour ça que je... Les ouvriers agents, bah si vous voulez. D'accord. Donc on vous a dit c'est une piste cyclable pour ralentir la vitesse des voitures. Donc vous êtes toujours favorable au développement des pistes cyclables, mais cet aménagement vous interroge. Si c'est vraiment une bande cyclable, que dit la loi? La loi présente cela comme une bande cyclable selon l'instruction ministérielle sur la signalisation routière. Normalement c'est une ligne continue. Pourquoi avez-vous mis une ligne continue? Et un marquage au sol avec un cycliste sur fond vert est également préconisé. Donc il n'y a pas de problème de contresens puisqu'elle est d'un côté de la route, donc elle se prend dans le sens de la circulation. Donc il n'y a pas de problème de contresens du tout pour l'instant. C'est pas une piste cyclable, c'est une bande cyclable. Et une bande cyclable, c'est une ligne discontinue. C'est pas une ligne continue, contrairement à ce que vous marquez. Il y a même le nom de la bande qu'on m'a donné, si je le retrouve quelque part. C'est la bande, le marquage discontinu de type T35U. Exactement. Et heureusement, parce que sinon, une île blanche étant infranchissable, les gens pourraient plus rentrer ni sortir de chez eux. Ce serait dommage. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est des travaux qui ne sont pas terminés. Certes, je veux bien volontiers reconnaître un manque de communication. C'est des travaux qui ne sont pas terminés. La bande, elle est mise là depuis peut-être 15 jours, 3 semaines. Doivent arriver des pictogrammes au sol et les panneaux. Ça a été fait aujourd'hui? J'y pas allé à l'EHPAD aujourd'hui. Les pictos sont mis? D'accord. Et les panneaux, non. Et donc les panneaux doivent encore arriver. Parce que c'est les panneaux qui sont obligatoires, c'est pas le pictogramme. Et ça va arriver, c'est en cours. Mais, pour nous, alors, c'est obligatoire, il faut le mettre. C'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre. Avant, il y avait des vélos qui passaient, il n'y avait rien de marqué au sol. Maintenant, il y a donc cette bande cyclable qui est notée au sol. Elle ne peut que renforcer la sécurité de ceux qui font du vélo. Ceux qui sortent de chez eux vont être impactés par le tracé, ils vont dire il y a peut-être un vélo, donc je vais faire attention, ou plus qu'à l'habitude. Et ceux qui sont en voiture peuvent aussi se dire tiens, il y a des vélos, je vais donc rouler moins vite. Donc dans tous les cas, ce n'est qu'une amélioration de la sécurité pour les usagers des deux roues. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus, à part le sujet de la communication, où c'est vrai, on aurait pu être meilleur. Est-ce qu'ils peuvent se garer sur cette bande? Bah non, on ne peut pas se garer, on peut circuler, mais on ne peut pas se garer, évidemment. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des places de parking seront-elles tracées de l'autre côté? Non. Suite à la réunion publique, alors contrairement à ce que vous dites, il y a eu des échanges avec les gens, il y a une réunion publique qui s'est tenue. Ça avait été évoqué, mais c'est vrai que ça fait un certain nombre de temps, donc je peux bien concevoir que ça n'ait pas été retenu, parce que dans le fil de la discussion, on peut oublier, et puis tout le monde n'était pas là non plus. Mais ça avait été évoqué, et le traçage des places de parking du côté où se garent les voitures n'a pas été retenu non plus par les habitants, parce que quand on respecte la réglementation, on perd beaucoup de place. Donc je préférais rester comme ça pour l'instant. Voilà pour la voie. Donc c'est un premier tronçon, je dirais, d'un projet qu'on avait dans notre programme en 2020, qui était de relier par une voie cyclable le futur nouveau gymnase collège
aux centres sportifs, tir à l'arc, skatepark, foot et tennis. Comme tout projet, c'est compliqué à faire avancer. Donc c'est un premier tronçon et un deuxième devrait apparaître normalement à l'aménagement du parking de l'ex-EHPAD qui devra venir puisque une maison médicale s'installe. Il faudra bien réaménager cet espace. Une voie cyclable passera là aussi, donc la rue de la Garenne, dans ce nouvel espace pour passer allée de Sully et regagner l'école maternelle en voie cyclable. C'était ça le projet 2020. C'est compliqué, on est des petites rues, on a beaucoup de circulation, on ne peut pas faire de pistes cyclables, c'est pas possible. Les réglementations, c'est séparé de la rue, il y a 2 mètres de large, c'est un truc, on ne peut pas faire ça ici. D'ailleurs, les seuls qui en font, et où c'est vrai, c'est bien, c'est sur les anciennes voies ferrées. Les anciennes voies ferrées, alors là, vous faites des pistes cyclables d'enfer. Travaux au sujet de l'église, quand avez-vous prévu de combler le trou fait au pied du pilier gauche en avril 2023? C'est fait depuis une quinzaine de jours. Courant août. Bon, ça fait 1 mois et demi que c'est fait, donc c'est fait. Ah, pas le carrelage. Donc, il manque le carrelage, donc tout est rebouché, mais il y a encore le carrelage, donc c'est pas terminé. Ok, donc ça a terminé. Voilà pour les questions de votre groupe pour Monsieur Badieu. Non, c'est prévu quand alors Je sais pas, il faut qu'il le fasse. Ah d'accord. Ouais. Je peux pas vous donner une date aujourd'hui. Mais je pensais que c'était terminé, moi, parce que ça devait être terminé. Donc ça ne l'est pas, donc on va remettre... parce qu'en fait, à un moment donné, on a interpellé l'archéologue qui avait fouillé en disant « Vous n'avez pas fini de combler tout ». C'est pas... Non, c'est pas lui. Voilà, c'est ça. Hein. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ensuite, question de Monsieur Bayeux au sujet des trottinettes. Donc vous nous expliquiez que depuis quelques années, il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants qui utilisent des trottinettes qui sont à vive allure, à plusieurs sur l'engin sans aucune protection et sans respect du code de la route, réglementation claire. Il faut être âgé de 14 ans, l'engin ne doit pas dépasser 25 km/h, une personne par véhicule, respect du code de la route comme tout le monde, assurance obligatoire, port du casque et du gilet réfléchissant, conseillé. Effectivement, ils ne sont pas obligatoires, le casque il est conseillé. Donc vous nous interpellez sur 2 points. Quelles consignes sont données à la police municipale concernant ces nombreux contrevenants? Et alors je ne comprends pas votre phrase là. Le prix de ces engins en moyenne de 200 à 600 €, voire supérieur, donc nécessairement achetés par les familles. Oui, non, c'est les familles, de toute façon. Oui, c'est les familles qui achètent. Bien sûr. Quelle action, 2e point, quelle action la municipalité compte entreprendre en direction des parents de ces jeunes pour les sensibiliser? Alors déjà, qu'il faille sensibiliser les parents par rapport au risque que leur enfant court, c'est un peu fort de café. On attend tout de la puissance publique, c'est quand même surprenant. Je fais mes réponses et après je vous laisse la parole. Attends, je termine. Le nombre, alors pour répondre à votre premier point, les consignes données à l'APM, donc le nombre de contraventions concernant ces engins, les trottinettes sur la commune s'élève à 17. Les parents ont été convoqués au poste de police à chaque fois pour les conducteurs et les propriétaires des engins ont été verbalisés et certains ont eu un rappel à la réglementation. Souvent, quand c'était une première infraction, il y avait une convocation des parents et un rappel à la réglementation. Une intervention au milieu scolaire est en discussion entre la police municipale et le collège avec la gendarmerie d'ailleurs d'Hyères-sur-Oise. Je suis très content qu'ils travaillent tous les 3 ensemble pour aller sensibiliser les jeunes au collège. Et le dernier point, une page pleine a été mise dans la source de mars concernant le rappel de la réglementation à toutes les trottinettes en mars dernier. À toi et après Sylvie. Je voudrais juste compléter cette question. D'abord, cette question a été rédigée avant que circulent depuis 2-3 jours sur les réseaux sociaux des messages de la gendarmerie à ce propos. Transmis par qui? Gendarmerie. Oui, mais comment ils ont eu... Enfin, c'est quoi le rapport entre le message et la gendarmerie? C'est la gendarmerie qui a pris conscience, ou en tout cas qui a peut-être été interpellée par son ministère, pour faire diffuser des messages autour de cette question des trottinettes et la dangerosité que ça représente. Donc tu fais un lien entre ton message et les... Non, je dis que mon message, ma question a été en avant de ce message de la gendarmerie. C'est ça que je suis en train de dire. Mais nous, on est bien en avant ton message, puisqu'on le traite déjà depuis un an. Elle est liée à un événement que moi j'ai vécu au mois d'août, où un gamin de 13 ans, en sens unique, manque de se faire renverser par une automobiliste. On a interpellé le gamin, mais il nous a ri au nez.
Et la dame qui est sortie de sa voiture, c'est tout juste si on n'a pas été obligé d'appeler les pompiers, tellement elle était dans un état, je veux dire, presque à la limite de la syncope. Voilà. Donc je pense que c'est un véritable problème de sécurité publique. Et dans ce sens, je pense effectivement, mais tu as une réponse, je pense effectivement qu'il y a, je veux dire, une politique publique à avoir autour de cette question des trottinettes. Tiens, prends le micro si tu veux intervenir. Il est allumé. Moi, je tiens quand même à préciser qu'on est beaucoup à constater, à croiser des parents avec des enfants sur une trottinette et qu'à partir du moment où on a un adulte qui donne cet exemple-là, c'est assez compliqué derrière. En plus d'appuyer, c'est clairement normal qu'aujourd'hui, on ait un jeune de 13 ans qui rigole et qui soit absolument inconscient de tout ce qui peut lui arriver. C'est pour ça que je pose la question de l'action de la police municipale. En fait, l'action de la police municipale, c'est aussi, moi je pense que c'est aussi une action qui doit être circulatoire et citoyenne, comme tu l'as fait en intervenant sur cet accident. Mais je pense qu'en fait, on n'ose pas intervenir parce qu'on se fait rembarrer et on a des gens qui peuvent rentrer aussi dans des scènes de violence, hein, si on s'adresse à un adulte. Mais moi, je dis clairement que moi, je préférerais avoir une politique zéro. Quand on croise un adulte avec un enfant déjà sur une trottinette, ça devrait être rédhibitoire. La personne, elle devrait être trottinette retirée, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc grâce, je répète la question pour l'enregistrement, que tu as eu très peur parce que tu étais doublé par la droite par une trottinette qui était largement au-dessus de 25 km/h et que du côté du Mont-Celle-là-haut, les enfants sont à deux sur leur trottinette sous le sourire ravi des parents. C'est ça que tu nous dis. Et David a remonté à la police municipale. Mais les seuls qui peuvent régler ces problèmes, c'est justement la police municipale. On est bien d'accord. Donc elle est indispensable, elle est nécessaire. Est-ce que tu le reprochais à notre conseil une autre année d'avoir trop de formation, que ça coûtait trop cher dans le plan de formation par rapport au reste des formations des équipes? Ça n'a aucun... Si, ça a tout le rapport parce qu'ils ont besoin d'être compétents et bien formés. Je crois effectivement que ça fait partie, mais aussi de la gendarmerie. Il ne marche pas le micro. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Hein. Si, ça marche. Ok, ça fait partie de la police municipale, mais aussi de la gendarmerie. Oui, mais lorsqu'on est au-delà de 30 km, de temps en temps, comme nous on reçoit des prunes. Malheureusement, c'est un autre sujet, mais la gendarmerie, ils sont complets maintenant à la brigade. Il doivent être peut-être 26 ou 27 pour je ne sais pas combien de milliers d'habitants. Et à part les polices municipales qui sont vraiment dans les rues et dans les villes, personne ne peut interpeller. Et ils en interpellent. Hein. En tout cas, ils ont mission de le faire. Et, alors c'est un problème. C'est vrai que les parents, on ne sait pas pourquoi ils laissent faire ça. Et on n'a pas eu encore ici chez nous de drame vraiment gravissime sur une tête fracassée, mais on en voit passer, c'est un scandale. On en est tous convaincus, le message de fermeté a été passé à l'APM, j'attends qu'il fasse avec la gendarmerie cette formation au collège et malheureusement je pense que ça passe par la convocation des parents, la confiscation et la verbalisation. Une deuxième question de Monsieur Bayeux sur quoi? Sur le parking. Sur le parking, donc le 17 septembre dernier, sur la page Facebook de la ville, nous sommes informés qu'une nouvelle aire de stationnement de 26 places au Clos de la Garenne ouvrira d'ici la fin du mois de septembre. C'est un aménagement qui avait été programmé au budget 2025, ce qui est exact. Et vous avez le sentiment que les travaux ont été réalisés à la va-vite. À la va-vite? Pourquoi à la va-vite? À la va-vite, et aucune concertation, notamment avec le voisinage. Donc, oui. Est-ce qu'on termine la question ou il y a effectivement, moi je pense qu'il y a quelques points anormaux au niveau de ces travaux. D'abord, il me semble qu'il n'y a pas eu de réunion de
consultation avec les copropriétaires, puisqu'il apparaît, même si je crois savoir qu'il va y avoir une enquête, de savoir par une enquête, mais une expertise pour savoir si les murs sont mitoyens ou pas mitoyens. C'est exact. Ça, c'est la première. Comment ? C'est exact. Oui. Le deuxième point, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réunion pour consulter les propriétaires en amont. Moi, je sais que je suis propriétaire, j'ai besoin de faire des travaux sur un mur mitoyen. D'abord, je rencontre mon voisin et j'en parle. Après, sauf si je fais erreur de ma part, mais l'arrêté est pris le 18 août pour les travaux qui vont commencer le 25 août, alors que normalement ça a été défini lors du budget en mars. Et en même temps, dans ce même arrêté, on indique à l'article 6 que les gens ont 2 mois pour faire un recours. C'est juste, hein, en sachant très bien qu'on reçoit le document. Voilà. Et quatrième élément, c'est que les propriétaires qui présentent dans les murs présentent un certain nombre d'anomalies, enfin même de dangerosité, hein, puisqu'il y a des pierres qui sont simplement posées comme ça, reçoivent un courrier le 11 septembre en disant un projet de parking, alors que ce projet de parking, ce parking vient d'être terminé, et il y a même aujourd'hui des véhicules qui stationnent sur ce parking. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a effectivement un certain nombre d'anomalies. Est-ce que ça risque pas pour la ville d'avoir, je veux dire, une procédure juridique qui risque de s'éterniser ? À ce jour, il n'y a pas de procédure. Donc, comme tu le sais, donc, nous avons reçu les gens, les riverains, ce soir à 18h. À l'heure où on parle, personne ne sait à qui appartiennent les murs. Ceci dit, alors on nous parle, oui, que même sujet que tout à l'heure pour la voie cyclable, la communication, je reconnais, aurait pu être meilleure. Ceci dit, la réunion de concertation n'aurait pas changé le fait qu'on aurait fait notre parking. Parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'on a un vrai problème de stationnement à Viarmes, parce qu'il y a la maison médicale qui approche et qui sera en activité dans quelques semaines ou quelques mois et qu'il faut que les gens qui viennent puissent accéder, ainsi que les professionnels. Donc, il n'y a pas de prise en otage de personne. Le parking aurait été fait. Certes, la communication et la concertation auraient pu être faites avant. La discussion pour qui appartenait à quoi appartenait à qui. Mais ça n'aurait pas fait reculer le projet qui aurait avancé, serait arrivé à son terme. Parce que les projets qui durent des années et on n'avance jamais, à un moment ça va, il faut que les projets se fassent. C'était au budget, c'était donc pas fait en catimini, c'était officiel, et le projet est arrivé à son terme et terminé. Maintenant, on cherche à savoir la mitoyenneté des murs ou non. En attendant, on va mettre en sécurité les murs par des barrières ERAS pour ne pas craindre de blessures de qui que ce soit. Et surtout, comme ça a été dit par l'un des personnes présentes, si le mur leur appartient et que le mur tombait sur une voiture ou pire sur quelqu'un, on engage leur responsabilité, ce que je reconnais tout à fait. Donc du coup, pour éviter ça, on met en sécurité par les barrières ERAS le mur, tout en laissant le parking ouvert. On cherche à savoir à qui appartiennent les murs. Si on n'arrive pas à avoir les réponses des notaires, on fera à la charge de la ville faire intervenir un géomètre qui lui nous dira à qui appartiennent les murs, s'ils sont mitoyens, s'ils sont en 100% riverains ou 100% à la ville d'ailleurs. Et en fonction de ça, le travail de Jacques fait, les services techniques font déjà un chiffrage en rénovation complète du mur, probablement très cher, ou une rénovation avec au moins un chapeau, puisque le mur il est fait en terre et il n'y a pas de chapeau, donc il y a beaucoup d'infiltration. En fonction de tous ces éléments-là, on se reverra avec eux et on verra ce qu'on fait. Voilà pour le parking. En tout cas, il est terminé, il est respectueux des nouvelles règles et il est absorbant à la parcelle. Le point de tout à l'heure de la décision que tu souhaitais évoquer. Il s'agit du point 24 concernant les colonies de vacances. Bon, il y a une vraie question que je me pose autour de ce séjour. Pourquoi est-ce que nous n'appliquons pas le coefficient familial ? Et le fait d'appliquer le coefficient familial permettrait effectivement d'élargir la gamme d'enfants qui pourraient partir. C'est un choix politique qui est fait de ne pas le faire. On est d'accord, mais on voit bien aujourd'hui que c'est seulement une quantité d'enfants qui pourront partir, qui est éventuellement demandé à des enfants externes de participer, alors que si on avait le coefficient familial, c'est vrai qu'il serait beaucoup plus juste et ça permettrait effectivement à d'autres enfants qui aujourd'hui ne partent pas en vacances, comme il y en a eu une quantité cette année, de pouvoir partir en vacances. C'est mon choix politique de ne pas le mettre en place.
Grasse précise que la CAF peut aider certaines familles pour des départs en vacances. Et je précise aussi que la ville, quand même, prend 30% en charge. Mais vous avez aussi une quantité de communes qui, à la source, pratiquent le coefficient familial. C'est un choix. Non, mais je suis d'accord. On l'a pour certaines activités, on ne l'a pas pour d'autres. Et là, pour l'instant, ce n'est pas prévu dans cette activité-là. Il y a certaines entreprises aussi, tout comme la CAF, qui apportent une aide aux familles qui ont des difficultés. Non, mais on est d'accord. Ce que je remets en question là, mais Olivier vient de le dire, c'est le choix politique. On est d'accord. C'est un choix politique, c'est une vision différente de l'organisation de la ville. On l'assume et tout le monde l'assume et c'est très bien ainsi. J'ai une réponse à faire à une question de Laurence Bernard. C'était sur quoi? Alors, tu avais posé une question, Laurence, sur le retrait de la commune de Bellois du SICTEUB pour la compétence d'assainissement collectif aura un impact sur le prix appliqué au virement. Oui, j'ai ton attention. Je donne la réponse. Alors, la question était, pouvez-vous me dire, donc question de Laurence Bernard, me dire si le retrait de la commune de Bellois en France du SICTEUB, évoqué au conseil municipal précédent, pour la compétence assainissement non collectif aura un impact sur le prix appliqué au virement par le SICTEUB sur le traitement des eaux. Réponse non, le retrait de la commune de Bellois du SICTEUB n'aura aucune influence sur le prix de l'eau des Viermois et autres communes adhérentes. De même, l'intégration de nouvelles communes n'a aucun impact sur le prix de l'eau des communes historiques du SICTEUB. Oui, parce qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Donc non. Alors je comprends pas, ça date de quand? Bon, bah, le carrelage est en place, donc les travaux sont finis apparemment. Donc je sais pas, t'es peut-être pas dans la même église, non? Les travaux sont finis, j'ai des images en direct, donc les carrelages sont posés. Je sais pas. Je sais pas, moi je suis au milieu de la discussion, je ne sais pas. En tout cas, les carrelages sont en place et les travaux sont finis. Bon, alors c'est fait cette semaine. Ok, donc c'est fait. Très bien, merci. Je passe la parole aux adjoints, s'il y en a qui veulent intervenir. Dominique, par exemple. Fonctionne là? Oui, d'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Une délégation franco-italienne s'est rendue à Teuberkerie du 18 au 22 septembre pour fêter le 25e anniversaire de notre jumelage, célébrant ainsi un quart de siècle d'amitié partagée et d'échanges culturels ou sportifs. Chacun était logé dans une famille amie. Diverses activités ont émaillé notre séjour, du tir à l'arc, curling, randonnée découverte de la faune et de la flore, pétanque, festival de moutons à Clonacool, visite de Sligo et réception par le County Council de Sligo. Je vais vous lire un extrait de ce qu'a écrit Donald Gilroy, chairman du conseil du comté de Sligo, dans le journal local Le Sligo Champion. Cet anniversaire ne se résume pas à la célébration d'un accord officiel. C'est aussi une célébration des personnes, des histoires partagées et des amitiés liées au-delà des frontières. Le jumelage Vierme-Teuberkerie illustre parfaitement ce qu'on peut accomplir lorsque des communautés s'unissent dans un esprit de coopération et de respect mutuel. La Commission européenne avait déjà reconnu ce jumelage comme un modèle d'excellence en 2004 et produit un DVD multilingue pour en présenter le succès. Cette reconnaissance témoigne du dévouement des bénévoles, des membres des comités et des citoyens qui ont entretenu cette relation avec passion et engagement. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un message de Catherine Coleman, secrétaire du comité de jumelage de Teuberkerie. Nous avons vraiment apprécié la présence d'Olivier. C'est un maire formidable qui s'investit pleinement dans ce qui doit être fait. Il est très sympathique et il parle à tout le monde, toujours souriant. Voilà. Et c'est vrai qu'il s'est très bien incorporé et je suis très fière de lui. Alors, célébrer les 25 ans de notre jumelage n'était pas seulement un anniversaire à fêter, c'est le témoignage d'une grande amitié qui a résisté au temps et aux défis du présent. Il appartiendra aux jeunes générations de continuer à le faire vivre encore longtemps. Un livre de photos, souvenir des 25 ans de notre jumelage, a été offert par Brian Kyle.
La photographie est sa passion. Il a fait des milliers de photos depuis le début de notre jumelage et la sélection a été longue et difficile. Une peinture de Ben Bulben a été offerte par le County Council de Sligo. Et pour terminer, je vais vous présenter la magnifique tapisserie que la ville de Tubbercurry a offert à Viarme. De notre côté, Viarme a offert une grosse clé en métal argenté pour symboliser que nos portes sont toujours ouvertes pour nos amis irlandais. Ah oui, très bien. De Glencar. On recommence ou ça? Vous n'avez rien entendu? Alors, je recommence donc. Vous avez ici le héron, un héron qui symbolise le Loch Gill, qui est près de Tubbercurry. Là, vous avez Carrowmore, qui est un site mégalithique. Il faut savoir que le comté de Sligo possède de nombreux sites mégalithiques, les plus anciens. Ici, vous avez la cascade de Glencar. C'est une petite cascade très sympathique. Là, vous avez Ben Bulben. Ici, c'est Slishwood. C'est au bord d'un lac. Et là, alors là, je ne sais plus ce que c'est. Non, c'est de l'eau, il y a quelque chose dessus. Attends, c'est marqué sur la pochette. Tu peux te tenir de côté? Je ne sais plus ce que c'est, ça. Hop, bah oui, c'est pas évident. Alors, le dernier, c'est quoi? Oh, bah, c'est le lac d'Innisfree. Voilà, tout simplement. C'est un lac aussi près de Tubbercurry. Voilà, donc c'est une très belle pièce qui nous a été offerte. Oui, c'était une très belle pièce qui nous a été offerte. Voilà. Enfin, c'était quelque chose, une rencontre vraiment exceptionnelle, pleine d'amitié. Voilà. Oui, mais donc je vais aller partir. On va passer le micro. Oui, je te rejoins en remerciant tous nos amis irlandais pour l'accueil qui a été vraiment très, très chaleureux, et notamment Michael et Katriana qui m'ont logé. S'ils regardent cette petite vidéo, je les salue. Michel. Je voulais vous signaler que la source paraîtra début novembre et comme d'habitude sera distribuée à tous les foyers viarmois. Je remercie ma commission parce qu'il y a eu beaucoup d'interviews et que ce fut une commission zélée. Par ailleurs, Daniel étant parti, je me permets de dire que l'association Pierre Salvi reprend Jazz au sous-sol et qu'il y aura le trio Piozzi le 4 octobre. Alors, avant de vous donner les dates des prochains événements qui sont prévus à Viarme, je voudrais remercier les services municipaux, administratifs et techniques qui ont œuvré depuis le mois de juin et jusqu'à maintenant, avec une mention spéciale à Philippe Antunès des services techniques qui va nous quitter pour une nouvelle collectivité. Je voulais remercier aussi les associations culturelles, sportives, de loisirs qui animent la ville et proposent des spectacles, des conférences, des concerts, des visites tout au long de l'année. Et ce mois de septembre a été particulièrement copieux, puisque se sont succédés le forum des associations. On a eu du soleil et les associations ont fait le plein d'inscriptions. Et cette année, le forum était associé au marché fermier. Nous avons eu également la Carnelloise. Hugues, si tu veux dire quelques mots, ou je dis trois phrases. Oui, vas-y. Si tu veux que je donne quelques mots, il faut me donner le micro aussi. La Carnelloise, c'était la 10e édition. Donc c'était une belle édition.
Alors je ne sais pas pour ceux qui ont couru le 10 km s'ils ont apprécié. Je sais que monsieur le maire s'est bien défendu encore. Hein, pourtant j'avais essayé de faire un peu plus compliqué l'année dernière, mais il s'était beaucoup entraîné apparemment. On avait plus de 1000 inscriptions, plus 150 le jour J. En fait, quand on refait les comptes entre ceux qui s'étaient préinscrits et qui ne sont pas venus, on était à peu près un petit peu moins de 1000 personnes, tout confondu. Donc c'est toujours une bonne ambiance, c'est toujours quelque chose qui est apprécié par les Viermois et les autres aussi, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui viennent, les gens d'Asnières et ainsi de suite. Je profite aussi de l'occasion, effectivement, de remercier tous les services techniques d'Asnières, de Viarmes, qui comme d'habitude, œuvrent pas mal. Les habitués qui viennent, Sophie, Pascal, Michel qui négocie toujours très dur certaines choses, Fabien qui est toujours aussi avec nous, il est toujours souvent en forêt. Cette année on avait mis aussi en avant Septembre en Or, qui est donc je dirais quelque chose qui touche deux associations d'ailleurs à Viarmes. Il y a donc les Ailes de Polo, mais aussi il y a les Sentiers de Gonaïves qui œuvrent donc pour aider les familles qui sont, je dirais, atteints par ce problème d'enfants malades. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'il fallait, je pense, aussi mettre en avant. Donc ça a été fait et ça a été aussi apprécié. C'était un bon moment qu'on a partagé tous ensemble. Alors je ne sais pas si je ferai partie de la 11e édition, mais voilà, j'ai donné tout ce que j'ai pu pendant cette période. Merci. Je voulais aussi parler des Journées européennes du patrimoine. Donc le week-end dernier, il y a eu un peu de monde. La météo le samedi a été un peu bloquante, je suppose, pour certains. Mais on a quand même reçu des visiteurs qui étaient intéressés. Donc je voulais remercier Valar Carnelis qui nous a beaucoup aidés, puisqu'il s'agissait de parler de l'histoire de l'église et des incendies qui ont eu lieu dans l'église à plusieurs reprises. Nous avons aussi évoqué le Viarme médiéval avec des promenades sur place. Et on a aussi abordé... alors avec Roger, on a parlé de l'incendie de 2024, on a expliqué ce qui s'était passé et ce qui allait se passer maintenant, comment on allait reconstruire cette église. Et on a aussi évoqué la prochaine exposition de Valar Carnelis qui s'appellera Aristocrate et qui nous fera découvrir le château, c'est-à-dire la mairie tel qu'il était au XVIIIe siècle. Et je vais enchaîner avec un cocorico. Notre culture s'exporte hors les murs. Puisque l'exposition Murmure de la Grande Guerre qu'on avait réalisée en 2024 et qu'on avait développée jusqu'à juin 2025, exposition montée par la ville, par Valar Carnelis encore, et le musée, cette exposition s'exporte. La ville de Verneuil-en-Alatte, dans l'Oise, a décidé de programmer l'exposition au musée de la mémoire des murs et des hommes, et elle va rester là-bas pendant un mois, du 26 septembre au 29 octobre. Le vernissage, c'est demain, si vous avez l'occasion d'aller à Verneuil-en-Alatte. Puis l'exposition s'installera à Luzarches du 3 au 16 novembre. Et le spectacle qui avait été joué ici même et à l'abbaye de Royaumont sera rejoué le 8 novembre à Luzarches. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce spectacle, il est encore temps. C'est une belle reconnaissance de notre choix d'avoir extrait ces dessins sur plâtre de la rue du Gaudron et les avoir mis en valeur au musée. Alors maintenant quelques dates. Les prochaines, c'est très vite puisque il y aura 2 lotos caritatifs organisés par les Ailes de Polo. Donc samedi 27 septembre, c'est à partir de 12h30 et il y en a un autre en début de soirée, c'est ça ? Donc je vous rappelle que ces lotos caritatifs servent à mener des actions autour des cancers pédiatriques. Et je remercie Carole Lungens qui est présente avec nous ce soir. Samedi 27 septembre, il y aura aussi Génération Jeux, donc qui est organisé par le service enfance-jeunesse au skatepark.
puis, je répète ce que tu as dit, Michel, Jazz en sous-sol le 4 octobre, la brocante le 5 octobre, l'accueil des nouveaux Viermois le 17 octobre. Je voulais aussi vous annoncer le retour de la microfolie du musée numérique qui est proposée avec la C3PF. Elle sera dans nos murs au musée du 4 novembre au 15 novembre. Encore une ou deux dates. Le 8 novembre, une pièce de théâtre, la réunification des deux Corées, qui se déroulera ici. Alors le titre comme ça ne l'évoque pas forcément, mais en fait c'est une pièce sur l'amour, et puis elle sera animée par des musiciens, et je crois que c'est un peu rock, ça va être un peu punchy. Le 20 novembre, le cabaret du Beaujolais. Merci Dominique, je t'en prie. Et puis juste les deux dernières dates. Une date du 6 décembre, puisque nous organisons avec Anne et une partie du comité des fêtes qui participera également, je crois, le concert gospel avec 60 chanteurs. Non, pardon, je crois que tu... Non, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Le concert gospel avec 60 chanteurs ici dans la salle Saint-Louis. Puis le 12 décembre, il y aura un concert avec l'école de musique, Danse macabre et le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Voilà. Alors, je vais faire un petit point rapide sur l'enfance-jeunesse. La rentrée s'est très bien passée. Nous avons eu une ouverture de classe donc en maternelle et nous en sommes très contents. Et pour les enfants, ça fera quand même des classes moins surchargées. Nous avons en tout, entre l'école élémentaire et l'école maternelle, 506 enfants. Voilà. Sur la pause méridienne, pareil, nous avons beaucoup d'enfants d'inscrits. Ça nous fait 441, je crois, à peu près. J'ai pas fait. Je crois que c'est ça, à peu près. Voilà. Et puis, nous avons aussi des enfants sur l'accueil périscolaire le matin et l'après-midi. Donc, on en a le matin 263 et l'après-midi, enfin le soir après l'école, bien sûr, 102, je crois, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour la rentrée scolaire. Autre chose aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est les élections du conseil municipal des enfants. Les élections vont avoir lieu le 7. Il y a eu déjà des démarches qui ont été faites par monsieur le maire et par le service enfance-jeunesse. Nous avons été donc dans les écoles afin de présenter ce conseil municipal des enfants. On a quelques enfants qui voulaient absolument participer, donc c'est bien. Je pense qu'on verra après comment ça va se passer. Ils vont faire une campagne. Ils doivent apporter des affiches électorales, entre guillemets, dans les selfs de l'école élémentaire et du collège, afin de faire un petit peu leur promotion et obtenir des voix. Je voulais aussi revenir juste sur Génération Jeux. C'est ce week-end, il faut venir nombreux. C'est organisé par le service enfance-jeunesse et donc voilà. Venez vraiment nombreux, on vous attend. On espère, nous, avoir beau temps parce que c'est vrai que le week-end dernier, je pense à nos collègues, en plus j'y étais, donc il y avait effectivement les journées du patrimoine, mais il y avait aussi le village enfance qui était donc à Baillet. Et sous la vice-présidence, c'était Madame Macnouche avec toute son équipe. Il y avait Virginie qui travaillait avec son équipe aussi. Et donc, malheureusement, le temps, nous aussi, a fait qu'il y a eu pas beaucoup de personnes le matin. Bon, un peu plus l'après-midi, mais c'est vrai que c'était un peu... les gens, voilà, il pleuvait, donc c'était difficile. Voilà, donc je leur fais aussi un petit coup de chapeau parce qu'ils ont vraiment bien œuvré. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Ah non, je voulais juste... pardon. Là, je vais changer de casquette et je vais prendre la casquette Morcotte. Ah bah voilà. Donc, il y a eu le jumelage aussi de Morcotte. Et donc, le 1er août, une délégation de Viarmes. À sa tête, il y avait Monsieur Dupont, maire de Viarmes.
Et donc, nous avons été reçus à Morcotte. Nous avons apporté un cadeau pour fêter le 65e anniversaire. La ville de Viarmes a offert une sculpture sur des pierres de l'église de Viarmes. Nous avions demandé l'autorisation. Il y a des pierres qui ont été changées lorsqu'il y a eu la restauration de l'église, de la première phase, et donc du clocher. Et donc nous avions demandé l'autorisation à monsieur le maire pour obtenir ces pierres afin de faire une sculpture. Ça avait été la commission de Morcotte qui avait suggéré ce cadeau. Voilà, donc, et les Morcottais, alors moi je n'ai pas apporté le cadeau, mais peut-être si monsieur le maire accepte, je l'apporterai au prochain conseil. Donc les Morcottais nous ont offert une très belle sculpture moderne d'un sculpteur de Suisse, réputé et reconnu. Voilà, donc c'est un peu grand, mais je l'apporterai la semaine prochaine. Enfin non, pas la semaine prochaine, prochain conseil. Voilà, nous avons été très bien accueillis, nous avons fait de très belles balades en Suisse, dans les montagnes, voilà, et les Morcottais, toujours bienveillants à notre égard, nous ont très bien accueillis, les bras ouverts, et nous ont traités comme des coqs en pâte, n'est-ce pas, monsieur ? Alors moi, je voulais vous préciser que le 11 octobre, nous aurons un troc de plantes, que ce troc de plantes se situera à côté du nouveau marché, qui est installé maintenant devant l'école maternelle. Et donc nous installons notre base de vie troc de plantes à la droite de la mairie. Et vous pourrez venir aussi participer à l'animation avec Delphine, notre herboriste paysanne. Voilà, je n'en rajouterai pas plus. Prochain conseil, je ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu, on verra. J'aurai des choses à dire à ce moment-là. Merci à toutes et tous. Quelques petits commentaires sur les travaux qui ont lieu dans la ville quand même. C'est important de faire un rapide mise au point et éclaircissement. L'église, vous avez vu que la place du marché est condamnée maintenant pour 18 mois annoncés. Personne sur le chantier depuis une semaine. Toujours difficile de faire avancer les chantiers, mais normalement l'activité reprend dès lundi, où ils vont terminer de construire toute la partie échafaudage qui va passer au-dessus de la porte de l'église pour aller dans les Algeco pour des problèmes de décontamination au plomb. Donc ça, c'est reparti et en cours, ce qui n'est pas sans poser de problème. On en a parlé pour installer le marché. On a bien du mal avec Didier pour trouver un endroit adéquat qui convient à tout le monde. Ça a l'air de convenir. Évidemment, les premiers jours, ça a été compliqué avec la circulation et les écoles. Mais je pense que tout le monde va prendre ses habitudes et modifier son comportement et sa façon de faire pour amener les enfants dans les écoles. Le parking du Clos de la Garenne, on en a parlé, il est terminé. Le square Albou, on en a parlé aussi dans le conseil municipal, les travaux devraient démarrer prochainement. Toutes les entreprises ont été notifiées le 15 septembre. La réunion de démarrage du chantier est encore à venir, on ne la connaît pas. En tout état de cause, le chantier devrait être terminé, lui, pour les fêtes de fin d'année. L'ex-gendarmerie, vous avez vu aussi qu'il y a de l'activité dans la parcelle, où une entreprise est là pour l'instant pour enlever tout ce qui est amiante et autres cochonneries à nettoyer avant de passer à la déconstruction de la maison elle-même. De mémoire, ils sont là pendant un mois ou deux. La déconstruction, c'est 3 novembre, où on risque de rentrer dans le dur. Il devrait y avoir une clôture de chantier au droit du trottoir dans la rue de Paris. Je vous laisse imaginer, plus la place du marché qui est donc condamnée, plus le square Albou, peut-être, mais qui ne devrait pas gêner la circulation, plus la rénovation du mur de l'étang. Daniel a dû partir, mais il aurait pu en parler. La réfection, le début des travaux est prévu pour début octobre, je crois.
29 septembre, oui, avant le début du mois d'octobre. C'est un chantier à 250 000 € quand même. Compliqué aussi parce qu'il faut trouver une base vie. Chaque fois qu'il y a un chantier, il faut trouver la base vie, c'est-à-dire l'endroit où on met les matériaux et les ouvriers, les salariés et les agents pendant la pause. Donc on a trouvé un endroit pour mettre la base vie. On a trouvé un endroit où ils vont mettre leur centrale à béton pour couler des pieux, je ne connais rien techniquement, dans le mur pour le sécuriser et pouvoir le refaire à neuf. Donc ça, c'est le 29 septembre. Et enfin, fin des travaux prévus le 20 novembre. Merci Céline. Et enfin, juste annoncer un événement qui annulera le marché du coup. Ça, tu aurais pu prendre la main là-dessus. Ah, tu vas en parler? Je crois que tu n'avais rien à dire. Ah ben, tu parles du congrès des pompiers? Allez. Oui, donc le 18 octobre, il y a le congrès de l'Union départementale des pompiers qui aura lieu sur la place Salvi, donc il n'y aura pas de marché le 18, le marché est supprimé. Ils seront donc place Salvi et puis aussi ici en lieu de place salle Saint-Louis, donc le 18 octobre. Oui, il va y avoir plein de camions en fin de compte sur la place Salvi, pompiers, beaucoup de camions. Et ici aussi apparemment il va y avoir des stands, camions. Du beau monde qui va être sur place, du beau monde. Il y a le président du conseil d'administration, il y a le préfet du Val d'Oise, il y a le contrôleur général Laurent Chavillon, capitaine Frédéric Calouette et sapeur-pompier du Val d'Oise. Donc voilà, 18 octobre. Juste une précision, j'ai pas bien compris. Il s'agit de quoi? C'est quoi? C'est une cérémonie? C'est une... Non, mais ici, on attend... C'est le congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Merci à toutes et tous. Je clôt les débats. Passez une excellente soirée. On revient vers vous pour la date du prochain conseil. Bonne soirée, bonne fin de semaine à toutes et à tous.